sur la gestion des émotions. Donc c'est pour Marie-Thérèse, mais sûrement pour plein de personnes aussi, parce que je m'inclus dedans. Hein. On est toujours là-dedans à essayer de trouver des moyens de gérer son émotivité. Je dirais que c'est la mission de l'être humain, quoi. C'est la mission de l'être humain. Alors on n'a pas des missions spéciales ou des missions impossibles ou quoi que ce soit. On a une mission qui est en fait cachée sous la mission, c'est-à-dire derrière la soumission, il y a la mission de gérer l'émotivité. Voilà. C'est quand on en a fini avec la soumission, on passe à la gestion de l'émotivité, la gestion des émotions. Donc, encore une fois, le problème n'est pas l'émotion, parce que l'émotion est le mouvement de l'énergie. Le problème est sa diffraction. Sa diffraction, c'est-à-dire son altération. L'altération de l'émotion se diffracte donc et produit des émotions au pluriel. Et c'est ça qui nous pose problème. Alors, la gestion, comment est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait d'abord à court terme, c'est-à-dire qu'on va traiter les symptômes des émotions. Et ces symptômes, on peut les traiter par divers moyens, comme les techniques de relaxation, méditation, sophrologie, EFT, je ne sais quoi, enfin bon, toutes sortes de choses, hypnose, enfin, il peut y avoir plein de méthodes pour gérer à court terme les émotions, pour éviter d'en souffrir, parce que c'est vrai que quelquefois les émotions sont tellement fortes qu'on a des manifestations physiques qui sont très inconfortables et qui pourrissent un peu la vie. Donc c'est bien de pouvoir les gérer à court terme. Après, à moyen terme, et ça aurait été jusqu'à maintenant, jusqu'à très peu de temps, une réponse entre la psychologie et le supramental, c'est la gestion des mémoires, enfin la gestion des mémoires dans le sens, et donc ça c'est du moyen terme, ça se fait au niveau psychologique et au niveau supramental. Et au niveau supramental, quand on passe aussi à l'étape à long terme, on va toujours quand même faire du moyen terme, c'est-à-dire de la gestion du traitement de la mémoire. Il y a un procédé qui est vraiment super bien, qui s'appelle la myosthésie. C'est vrai que on n'est pas censé faire de la pub pour la myosthésie, mais c'est un outil qui est tellement bien que franchement, enfin moi j'ai un petit peu de peine à pas en parler, même si je devrais pas, parce qu'en fait la myosthésie consiste à rassembler les fragments de sa mémoire, de sa mémoire, enfin qui se compose de mémoire au pluriel, de manière à rassembler les morceaux de soi et se reconstituer dans tout ce que l'on a rejeté de soi parce que ça ne correspondait pas aux attentes extérieures. Donc tous les traumas qu'on a pu avoir, on a eu tendance lors des traumas qu'on a pu avoir, on a eu tendance à rejeter la personne que nous étions à ce moment-là parce qu'elle n'était pas conforme aux attentes extérieures. Donc nous-mêmes, nous avons rejeté cette personne à cet instant T. Et donc nous avons plein de diapositives de personnes à des instants T qui ont été rejetées par nos propres soins parce que ça ne correspondait pas aux attentes extérieures. On a presque plus été rejeté par soi-même que par l'extérieur. Donc la myosthésie consiste à au moins entamer ce processus de rassemblage de toutes ces diapositives de soi, de tous ces êtres de soi qui ont été clivés dans le passé et qui sont coincés dans les mémoires et qui sont toujours en situation de rejet dans la mémoire. De rejet par soi, c'est-à-dire que la personnalité rejette tous ces instants de personnalité passée et n'a pas réussi à se pardonner soi-même et à s'aimer soi-même d'avoir été rejeté par l'extérieur. Voilà. Bon, voilà. Après, il y a toutes sortes d'autres techniques aussi qui permettent de réparer les mémoires, de les accueillir, donc de les transmuter. C'est pas le rejet de la mémoire qui va faire qu'elle va être transmutée. Malheureusement, ça serait... parce que justement, c'est parce qu'elle a été rejetée qu'elle ne peut pas être transmutée. Donc, voilà. Donc ça, c'est à moyen terme. Et à long terme, par contre, mais à long terme, c'est ce terme-là qui est instantané, en fait.
Ce terme est instantané parce que en traitant les émotions à court terme ou à moyen terme, on travaille sur les symptômes des émotions. Et on sait très bien que les symptômes, c'est pas la cause, et que ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, ça soulage toujours, mais bon, c'est un petit peu mettre une cautère sur une jambe de bois. Et donc, si on traite pas la cause, on aura toujours des symptômes qui vont revenir d'une manière ou d'une autre. Comme disait Jung, ce que l'on ne veut pas voir va revenir sous la forme d'une expérience, voire même pire, qui va revenir avec de la rancune. Donc, certes, c'est vraiment bien de soulager à court terme et à moyen terme, mais ce qui est encore le plus efficace, ça sera de trouver la cause de cette production d'émotions au pluriel. Il y a une cause à la production des émotions. Cette cause, c'est la polarisation. Voilà. Si on arrive à détecter dans tous les éléments de la psyché, de notre quotidien, de la vie, et c'est la psyché relationnelle, hein, c'est pas la psyché... Après, c'est compliqué parce qu'en fait, tout est relationnel. On a une relation avec l'événement, on a une relation avec nos objets, on a une relation avec des gens, on a une relation avec tout ce qui se passe dans le monde, on a une relation avec toutes nos perceptions, et on peut dire que tout est relation. Donc il y a toujours une interaction, et toutes les interactions psychiques que l'on a donc par nos pensées avec l'extérieur, quels qu'ils soient, sont teintés de polarisation. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la tentation, mais c'est même pas une tentation, je dirais, machiavélique, c'est juste mécanique, parce qu'on est soumis à une obligation objective d'évaluer notre environnement. Seulement, avec le temps qui a progressé et la conscience qui s'est développée avec le langage, on a un petit peu altéré cette évaluation objective, et c'est devenu une évaluation subjective. Et c'est là que les émotions ont commencé à poser problème. Les émotions ne posent pas problème quand, par exemple, ça y est, le documentaire auquel je pensais s'appelle La face cachée de la peur. Mais c'est sur Arte, je ne sais pas si maintenant l'accès au documentaire n'est pas payant, enfin bon, bref. Peut-être qu'il y a un moyen ou un autre d'y avoir accès. Je sais qu'à l'époque où j'avais vu ça, je l'avais étudié, j'avais pris beaucoup de notes, donc je suis encore documentée sur ce documentaire, et je m'y réfère assez régulièrement parce que franchement c'était scientifiquement très intéressant. Et donc dans la face cachée de la peur, ce qu'on voyait, c'était que le cerveau limbique est construit et programmé de telle manière à ce que quand un danger se présente, on va fabriquer du cortisol, et ce cortisol va servir de carburant pour soit fuir, soit combattre. Seulement, ça c'est utile que dans les situations objectives, de danger objectif. Voilà. Le problème, c'est que dans nos civilisations, tout ce qui est vécu comme une agression psychologique, qui est donc une agression subjective, une remise en question de l'identité, va automatiquement être interprété par le cerveau limbique comme une menace de mort. C'est-à-dire que le cerveau limbique est incapable de faire la différence entre une menace objective et une menace subjective. C'est quand même très embêtant. Donc, ça demande à ce que la conscience qui s'est développée prenne conscience de cet état de fait, qu'il y a un programme pour traiter des évaluations objectives, pour faire des évaluations objectives. Et que ce programme a tendance un peu à bugger quand il faut faire des évaluations subjectives, et que du coup, c'est cette production de cortisol qui va ensuite déclencher des productions d'adrénaline, etc. aussi, qui vont être aussi problématiques, et qui vont déclencher après aussi des accélérations cardiaques et tout autre symptôme aussi qui sont très inconfortables. Donc ça fait que connaître le fonctionnement de l'évaluation objective, c'est intéressant, pour ensuite ne pas tomber dans l'évaluation subjective qui est de l'ordre du bien et du mal subjectif. Il y a un bien et un mal objectif
qui est, par exemple, on va évaluer que c'est chaud ou que c'est froid, et donc du coup on va pas se brûler avec quelque chose qui est trop froid, parce qu'on peut se brûler avec du froid aussi. Par exemple l'azote, je vous garantis, c'est très froid, mais par contre vous vous brûlez quoi. Et puis quand c'est du feu, vous savez qu'il ne faut pas être trop y rester, parce que sinon vous allez avoir des lésions quoi. Donc ça c'est de l'évaluation objective. Dans ce cas-là, l'arbre de la connaissance est utile. Voilà. L'arbre de la connaissance, c'est pas quelque chose qui est inutile totalement. Ça pose un problème, l'arbre de la connaissance, quand c'est une évaluation subjective qui va faire produire des hormones inutilement. Et dans le cas du cortisol, ça devient même un poison et ça provoque des tas de maladies. Donc c'est vraiment inutile de sécréter des hormones s'il n'y a pas un danger objectif. Voilà. Et le problème de la psychologie humaine, c'est qu'on a développé des tas de peurs subjectives et que ces peurs subjectives provoquent des émotions inutiles. C'est vraiment le cas de le dire. C'est vraiment inutile. Alors après, c'est pas totalement inutile non plus, parce que ça concourt à renforcer ce qu'on appelle des résistances dans le corps, des résistances électriques. Parce que, étant donné qu'on encaisse des jets, entre guillemets, d'électricité de manière inutile, le corps monte en résistance électrique. C'est-à-dire qu'il devient un transistor et un transformateur électrique qui va devenir de plus en plus performant quand il peut recevoir des informations via le subatome. Bon, là, on rentre dans des choses un peu quantiques. C'est vrai que là, pour le moment, on parlait que de psychologie et de physiologie. Mais c'est vrai que l'énergie ne vient pas que de l'extérieur, elle vient aussi de l'intérieur. Et c'est d'ailleurs de là qu'elle vient le plus, en passant par toutes sortes de glandes, surtout la glande pinéale, qui va synthétiser les photons qui viennent du subatome. Donc cette accumulation, on va dire, d'agression qu'on se fait à soi-même en produisant des émotions inutiles, c'est pas totalement inutile non plus, parce que ça renforce la résistance du corps au niveau électrique pour accueillir une énergie qui est censée émerger de plus en plus depuis le subatome. Donc ce qu'on appelle dans la tradition chrétienne l'effusion de l'esprit. Voilà. Et cette énergie, elle est informative, c'est-à-dire que c'est une énergie photonique, mais qui consiste en un bombardement de photons qui se traduisent ensuite par des informations. Voilà. Quand vous écoutez des informations, je ne parle pas des informations du flash télévisé qui vous dit tout et n'importe quoi, je parle d'informations vraiment qualitatives. Quand vous ingurgitez des informations qualitatives, vous ingurgitez de l'énergie, réellement. Voilà. C'est-à-dire que ça fait quelque chose dans votre métabolisme qui agit sur les cellules et aussi sur les atomes. Alors donc, comment gérer ces émotions? Donc, à court terme, à moyen terme, à long terme. Le long terme, évidemment, quand on peut rentrer dans l'observation progressive de cette polarisation qui est partout, dans toutes les relations psychiques à l'environnement, quel qu'il soit, eh bien, on va développer un autre mode de pensée, c'est-à-dire une autre façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'on va être un peu plus dans le discernement du dysfonctionnement psychique. Le dysfonctionnement psychique, c'est pas une vilaine bête, c'est pas une grosse bête méchante. L'ego, c'est pas une grosse bête méchante non plus. C'est en effet un dysfonctionnement, mais qui a aussi sa raison d'être, qui a aussi son utilité. C'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est quand même important d'en tenir compte pour ne pas pour ne pas polariser cet aspect des choses non plus. C'est-à-dire que certes, il y a un dysfonctionnement, certes, la polarisation peut être considérée comme un dysfonctionnement, en tout cas dans sa partie subjective, mais en tout cas, pour ne pas polariser cette polarisation subjective qui est de toute façon à terme inutile, qui deviendra inutile, c'est bien quand même de tenir compte du fait qu'elle a été utile pour un certain nombre de raisons, qui ne seront pas traitées dans cette vidéo. Mais bon, j'ai pu en parler dans d'autres vidéos, et puis j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos, et puis il y a d'autres gens qui en parlent aussi. Donc c'est pas la peine de se mettre en colère par rapport à la polarisation subjective, ou se mettre en colère, ou de se mettre contre, parce qu'on continue à polariser sinon. Voilà. Mais quand on commence à repérer un peu partout
Et dans les moindres coins, cette polarisation subjective, on change son mode de pensée. C'est-à-dire que, et en plus, on s'alimente aussi à une énergie un peu plus saine, parce que l'énergie qui passe par la polarisation, c'est une énergie altérée. C'est l'énergie subatomique pure et dure, donc c'est une énergie qui est altérée. Mais par contre, après, dans le quotidien, on ne s'occupe pas trop de ça. La seule chose qu'on va commencer à faire, c'est remarquer et observer quand est-ce qu'on polarise. On va bien sûr aussi forcément remarquer quand est-ce que d'autres personnes polarisent. Mais si on est vraiment attentif à notre propre polarisation, on ne va pas polariser le fait que les autres polarisent. C'est-à-dire, on ne va pas leur dire, oui, t'as vu, tu polarises... Comme on faisait autrefois. T'as vu, c'est ton ego, hein, c'est ton ego qui parle là, hein. C'est pas bien, hein, c'est l'ego. Voilà. Ça, c'est de la polarisation, quoi. Voilà. Donc ça c'est très inutile aussi, quoi. Bon. Ben voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la gestion des émotions? Sur la gestion des émotions à court terme, on peut dire beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de procédés qui existent. Sur la gestion des émotions à moyen terme, sur le travail sur les mémoires, il y a aussi beaucoup de procédés. De toute façon, même quand on a commencé à utiliser le long terme, c'est-à-dire vraiment regarder la cause de la production des émotions, on n'est pas dispensé non plus, entre guillemets, je ne parle pas de dispense morale, mais on sera de toute façon à même de travailler aussi sur les engrammes des cellules et des atomes, parce que les mémoires sont engrammées. Donc la gestion des émotions à moyen terme, ça peut tout aussi bien être utile si on veut accélérer la transmutation. Bon, pourquoi pas. Moi, je sais que personnellement, je m'en occupe pas trop. Bon, c'est vrai que je fais de la maïeusthésie, mais j'ai pas la sensation que ce soit super important, même si c'est intéressant, et si ça produit des soulagements. La maïeusthésie produit des soulagements qui sont majeurs, franchement. Après, il y a d'autres procédés comme peut-être l'hypnose ou des choses comme ça. Alors, l'hypnose régressive, il faut quand même faire attention parce qu'on va avoir quand même des gros chocs émotionnels. C'est quand même des outils à utiliser avec précaution. L'hypnose aussi, hein, de toute façon. Mais l'hypnose, c'est pas un mal en soi. Si c'est un outil qui est bien utilisé, il n'y a pas de souci, quoi. Après, le problème, c'est qu'on peut aussi tomber sur des thérapeutes qui utilisent l'outil d'une manière un petit peu discutable. Donc l'hypnose, c'est quand même un outil très puissant. Il faut juste faire attention, bien cerner la psychologie du thérapeute, et puis à ce moment-là, quand on est en confiance, on peut y aller, quoi. Mais bon, il y a certainement d'autres techniques à moyen terme pour la transmutation des mémoires. Moi, j'en connais pas tellement, et puis je m'y suis pas donc intéressée parce que, mis à part la maïeusthésie que je trouve très efficace et très soulageante, alors non pas parce qu'en maïeusthésie vous allez vraiment régler toutes vos mémoires, enfin transmuter toutes vos mémoires, c'est pas du tout le cas, je pense, il faut vraiment pas s'attendre à ça. Mais dans la maïeusthésie, il y a un mouvement, c'est-à-dire que on imprime un mouvement d'accueil de la mémoire qui fait que quand on visite une ou plusieurs mémoires et quand on dialogue avec ces mémoires-là, en maïeusthésie on dialogue avec les mémoires, et que la mémoire peut exprimer ce qu'elle ressent, etc., et ce qu'elle a à régler, et qu'on accueille ça, on rentre dans une attitude ensuite qui est imprimée en soi. C'est-à-dire que quand ensuite on va dans la vie quotidienne avoir affaire avec des émotions et des mémoires qui se manifestent, on n'aura pas forcément besoin d'aller visiter le souvenir profondément et précisément pour accueillir la mémoire et la transmuter. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'y regarder à la loupe ensuite. C'est-à-dire quand on a regardé à la loupe de quelques mémoires et quand on a dialogué avec elles, quand on a fait ça avec quelques-unes, on n'a plus besoin de le faire avec les autres. Enfin, bon, ça c'est mon avis. Parce qu'ensuite c'est imprimé comme attitude générale dans le corps et dans la psyché. Et quand ensuite d'autres mémoires vont remonter, on aura cette attitude d'accueil et il n'y aura plus besoin de regarder à la loupe ni de questionner la mémoire pour lui demander ce qu'elle a exprimé. On aura une espèce de nouvelle coloration psychique, si on peut dire,
qui sera sur ce rail-là, qui sera sur le rail de l'accueil et du ok, je suis ok avec toi. C'est-à-dire que quoi que tu aies à dire, quoi que tu ressentes, c'est ok pour moi et je te récupère, tu m'appartiens, je ne te renie plus. Voilà. C'est vraiment cette attitude-là qu'on développe en myostésie. Voilà, et c'est vraiment, c'est un grand soulagement déjà quand on regarde à la loupe la mémoire et qu'on l'accueille, c'est un grand soulagement de soi à soi, parce que c'est vraiment un truc de la psyché, de l'ordre du moi et du surmoi, et enfin bon, tout ce qui est clivé, quoi, et qui n'est pas accepté, et qui est compensé et décompensé, enfin bon, donc accueillir tout ça, ça change tout, quoi, ça change tout. Et c'est quelque part comme si on se reconnaissait soi-même comme étant légitime par rapport à soi-même. C'est-à-dire que c'est moi à moi, je te réaccepte alors que je t'ai rejeté. Voilà. Et quand on fait ça plusieurs fois, on imprime cette attitude. Parce qu'avant, on avait l'attitude inverse. C'est-à-dire que, étant donné qu'on avait observé qu'on était rejeté par l'extérieur, parce qu'on est rarement conforme aux attentes extérieures, quand on a remarqué ça, ben on a adopté nous aussi cette attitude de se rejeter soi-même. Puisqu'on voit que l'extérieur nous rejette, le rejet-abandon, hein, la blessure de tout le monde, et ben on fait ça à soi-même, de soi-même à soi-même. Et donc quand on inverse ce processus-là, eh bien il est inversé, et puis ça y est, c'est bon. On est à nouveau en paix avec soi-même. Et à chaque fois qu'il y a une mémoire qui va se présenter, ben on va la récupérer et dire ok, tu m'appartiens, je te reconnais. Et puis du coup, il y a comme une dissolution de l'émotion qui va avec cette mémoire. L'émotion diffractée, bien sûr, pas l'émotion mouvement d'esprit, mais l'émotion diffractée. Et quand ça s'est transmuté, c'est pas qu'on va plus se rappeler de l'événement, mais il n'y aura plus la charge émotive. La charge émotive sera dissoute. Voilà. Donc ça rentre aussi dans la gestion des émotions. Voilà. Eh bien, je vais pas en dire plus, parce que là, je vois pas trop quoi rajouter. Et ben, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui en ce qui concerne la gestion des émotions.